ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir parmi nous l'écrivain français Laurent Godet. En 2002, Laurent Godet obtient le prix Goncourt des lycéens pour le roman La mort du roi de Songor. Et en 2004, il reçoit le prix Goncourt pour Le soleil d'Escorta. En 2019, il publie Nous l'Europe, Banquet des peuples. C'est un long poème en forme d'appel à la réalisation d'une Europe des différences, de la solidarité et de la liberté. Laurent, merci vraiment d'avoir répondu favorablement à notre invitation. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. C'est pour le monde des ONG toujours très intéressant d'avoir ce regard extérieur et le regard d'un écrivain renommé comme vous sur la ville de Dakar est vraiment très important. Alors, à vos côtés, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Louis Tsayen, qui est président de l'ONG Fairtrade Luxembourg et membre aussi fondateur de l'initiative pour un devoir de vigilance au Luxembourg. Bonsoir Louis. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. Alors, pour contrebalancer un peu cette présence masculine, nous accueillons maintenant Lisa Laurent, qui est co-responsable de la campagne Rethink Your Clothes pour Fairtrade Luxembourg. Bonsoir Lisa. Et puis, pour compléter, nous avons Anna-Louisa Texera, qui est coordinatrice du programme Plaidons Responsables pour Caritas Luxembourg, donc avec qui nous co-organisons cette soirée ce soir. Bonsoir Anna. On aura une dominance féminine alors. Voilà, grâce… Bonsoir tout le monde, c'est un Bonsoir. grand plaisir d'être ici. Très bien, voilà, ça fonctionne. Très bien. Eh bien, à nouveau, bonsoir à vous tous, bonsoir à tous nos web spectateurs. Merci de nous avoir rejoints pour cette rencontre littéraire. Nous allons donc commencer avec Laurent Godet, notre invité du soir. Laurent, comme je l'évoquais à l'instant, vous êtes romancier, dramaturge, poète, auteur de nouvelles, mais aussi vous écrivez des reportages, ce qui est un petit peu moins connu du grand public, je pense. Vous avez notamment écrit un reportage sur des réfugiés, puisque vous êtes allé dans un camp de réfugiés en Irak. Vous êtes allé, après le séisme à Haïti, voir les oubliés d'Haïti. Et puis là, en fin mars 2020, fin février 2020, début mars 2020, juste avant la pandémie, vous êtes parti au Bangladesh, à Dhaka, pour réaliser un reportage avec le photographe Gaël Turin, dont nous avons vu les photos auparavant. Comment est née cette idée de reportage et quel était son but, Laurent? Je suis très heureux d'être avec vous, même virtuellement, c'est déjà ça et ça permet d'échanger. Le but, en fait, le projet est né avant tout de Gaël, donc mon ami photographe, dont le métier est d'être photoreporter et qui donc, lui, toute l'année va aux quatre coins du monde. On avait effectivement déjà travaillé ensemble avec Gaël lors de ce tout premier voyage pour moi en Haïti à Port-au-Prince. Et c'est Gaël qui m'a parlé du Bangladesh. Il a fait un très beau travail photographique de reportage il y a quelques années sur le mur qui sépare l'Inde du Bangladesh, qui est un mur assez peu connu et qui est un des plus longs du monde en fait, sur la frontière entre l'Inde et le Bangladesh. Donc lui, c'est un pays dans lequel il était beaucoup allé souvent pour ce travail photographique là précis, mais à chaque fois il passait par Dhaka. Et Gaël ne cessait de me dire dans nos conversations, parce qu'on essaie de rester en contact, et puis moi j'aime bien aussi savoir ce qu'il voit, l'état du monde, sa perception de l'état du monde. Gaël me parlait souvent de Dhaka et dans des termes finalement assez simples, comme ça, il faut absolument que tu viennes voir ça, c'est quand même absolument hallucinant. Et il parlait plus spécifiquement de Old Dhaka, c'est-à-dire la vieille ville qui est le long du fleuve de la Buriganga, et dans laquelle effectivement nous avons passé du temps ensemble pour ce reportage. Donc c'est vraiment à son initiative. Moi, à dire vrai, je ne connaissais rien du Bangladesh. À part les quelques petites choses qu'on sait, voilà, on en parlera sûrement plus tard, mais effectivement, la tragédie du Rana Plaza, des choses comme ça. Mais j'y suis allé avec vraiment
beaucoup plus vierge que je n'étais allé à Port-au-Prince, par exemple, parce que Port-au-Prince, c'était quelque chose, j'avais lu beaucoup, j'avais des romanciers, des articles. Au Bangladesh, je suis arrivé un petit peu comme ça. D'accord, mais quand même, on sent une certaine sensibilité pour des sujets, les réfugiés, les oubliés d'Haïti, ici, les travailleurs de Dakar. On sent que ça vous touche particulièrement. Est-ce que c'est parce que vous souhaitez prêter votre voix ou plutôt votre plume à ces personnes, à ces hommes, ces femmes, ces enfants qui n'ont pas la possibilité de s'exprimer? Oui, c'est une de mes tentations en tant qu'écrivain. Je crois que c'est de tout temps et bien au-delà de ma personne. Je crois que l'écriture est souvent liée à ce désir un peu fou. C'est un travail de Sisyphe, mais d'essayer de dire toutes les vies qui n'auront pas l'occasion d'être racontées, d'être dites, d'essayer de prêter sa plume à toutes ces silhouettes que l'actualité mange trop vite, oublie trop vite. Et peut-être certains romanciers, certains écrivains mettent une partie de leur travail à cet endroit-là, c'est-à-dire revenir, parler de ce qui a été mangé par le néant, de toutes ces vies qui, elles, n'ont pas accès ni à la lecture, ni à l'écriture, qui ne seront donc jamais racontées par elles-mêmes et qui, pour autant, voilà, doivent l'être parce que ça fait partie de notre éthique au monde. Donc moi, j'attache beaucoup d'importance effectivement à garder cette espèce de contact avec le monde. Alors on parle là d'un certain monde, du monde qui ne va pas bien, du monde qui est dur, effectivement âpre, mais c'est vrai qu'aller frotter mon écriture dans ces endroits-là est important, à la fois pour mon écriture, je dois l'avouer très égoïstement, j'y trouve aussi une forme de nourriture par rapport à l'écriture, mais aussi comme une sorte de, j'ose pas employer le mot de mission parce qu'il est chargé de trop de choses, mais quand même, je trouve que c'est une partie belle de l'écriture, de pouvoir s'ouvrir aux autres et prêter sa voix en fait. Donc c'est ce que j'essaye de faire, à la fois alors sous le forme du reportage, parce que c'est souvent, comment dire, le reportage est un peu la seule manière d'aller là-bas, c'est-à-dire avoir comme but tout simplement de ramener un article qui sera publié dans un journal, dans un magazine. Mais ça va bien au-delà de ça. C'est-à-dire que moi, j'y suis toujours allé avec, que ce soit pour Port-au-Prince ou Dakar, cette possibilité-là de l'article à venir. Mais derrière, je sais que c'est des choses qui vont avoir vont faire naître de l'écriture aussi peut-être plus personnelle, c'est-à-dire ou bien des poèmes, ou bien des nouvelles, ou bien le début d'un roman. J'ai finalement, des années plus tard, écrit un roman sur Port-au-Prince. Je ne sais pas ce qu'il en sera pour Dakar, mais ce frottement avec le monde, il n'est pas uniquement journalistique, parce que je ne suis pas journaliste, je n'ai pas de carte de presse, il est vraiment d'être là en tant qu'écrivain et d'essayer de dire ce que j'ai à dire en tant qu'écrivain, ce qui est un petit peu différent, parce que mon champ lexical, mes mots ne sont pas tout à fait, et mon éthique d'écriture n'est pas celle d'un journaliste. Oui, absolument. Et en fin de compte, ça me permet de rebondir sur la question suivante, parce qu'en fin de compte, comme dans vos livres, dans ce reportage Dakar, l'atelier du monde, vous arrivez à emmener le lecteur dès la première phrase jusqu'au point final. Et c'est quelque chose d'assez dans un reportage, puisque généralement, s'il y a le côté reportage journalistique, on va s'arrêter sur des photos, on va s'arrêter sur des citations et on va peut-être pas forcément lire le reportage dans son global, mais ici vous avez vraiment réussi à nous emmener avec, par la force de l'écriture, par des mots justes qui nous donnent, qui nous procurent de l'émotion. Et grâce aussi à ce style saccadé que vous allez nous faire par la suite le plaisir de lire, mais ça nous transpose d'une minute à l'autre dans cette ville. On a vraiment l'impression d'être avec vous dans la ville de Dakar et on a quand même ce sentiment, ce malaise, ce sentiment de mal-être. Et donc, lorsque vous êtes arrivé à Dakar, qu'est-ce qui vous a perturbé ou interpellé les premières scènes qui vous choquent en arrivant à Dakar? Parce que j'imagine, vous ne vous attendiez peut-être pas à découvrir Dakar comme vous l'avez découvert et comme vous le décrivez dans l'article. Oui, alors je vais vous essayer de vous en dire deux mots, mais juste avant, par rapport à ce que vous disiez, d'abord merci beaucoup, je me prends comme un très beau compliment, mais je crois profondément en cette chose qui est que, je reviens juste sur la différence entre écrivain et journaliste. Je crois
beaucoup que nous avons le même terrain d'investigation ou territoire de promenade, si je puis dire, même si le mot est un peu léger, mais et simplement, on n'a pas ensuite la même manière de travailler. Mais moi, je suis absolument persuadé, et là je parle presque plus en tant que lecteur, que des poètes, des écrivains, des romanciers ont à dire quelque chose sur l'actualité, en fait. Ils le feront à leur manière, avec un certain nombre, avec leur palette, si je puis dire. Et c'est justement ça qui peut enrichir notre regard à nous de lecteurs. C'est-à-dire que je ne vois pas du tout de concurrence entre un journaliste qui irait à Dakar faire un reportage sur la filière textile et moi qui y serais au même moment et peut-être le croisant d'ailleurs dans les mêmes endroits. Je crois qu'on aura tous les deux des choses, un regard différent, une approche différente, des outils différents. Et c'est vrai que les miens sont... je n'ai aucune raison, comment dire, de me déshabiller de ce que je suis dans l'écriture. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que je suis avec une casquette vaguement plus journaliste documentaire qu'il faut que j'abandonne d'une part mon goût pour l'empathie avec mon sujet. C'est toujours comme ça que j'essaye de rentrer dans un sujet, c'est d'être en empathie, de ne cesser de me poser la question qu'est-ce que je ressentirais si c'était moi et si c'était ma vie. Alors voilà, c'est une manière pour moi de m'approcher de la réalité que j'aborde et aussi avec, pourquoi pas, une forme parfois de lyrisme, parfois de colère dans l'écriture. Toutes ces choses-là, à moi, me sont permises puisque je suis écrivain et je ne crois pas tromper le lecteur. Et je crois que c'est une vraie richesse. Alors là, je ne parle plus de mon cas personnel, mais moi, j'ai très envie d'entendre, par exemple, les poètes d'aujourd'hui nous parler du monde de la pandémie, par exemple, parce qu'ils le feront avec des mots qui vont nous désarçonner et qui ne seront pas ceux ni du monde politique, ni du monde journalistique. Ils le feront avec un angle étrange, avec une voix peut-être plus mystérieuse, mais qui révélera d'autres choses. Donc c'est avec cette boussole-là que j'essaye d'avancer dans l'écriture de ce qu'on pourrait malgré tout appeler des reportages d'écrivains. Et pour répondre simplement à votre question, je crois que la première chose qui m'a frappé et vraiment fait vaciller d'emblée, c'est le choc urbain que représente Dakar. C'est une ville absolument disproportionnée d'une part et totalement, j'allais dire, démente dans son bruit, dans son fonctionnement, dans son activité. C'est saturé. C'est absolument saturé partout, tout le temps, saturé de bruit. Il y a une circulation à Dakar qui est absolument démente, je n'ai pas d'autre mot. Il y a des embouteillages du matin jusqu'au soir. Et quand je dis des embouteillages, ce n'est pas les embouteillages que nous connaissons en Europe et qui nous font un peu râler parce qu'on va passer une demi-heure de trop sur le trajet qu'on avait prévu de faire. C'est des embouteillages qui font qu'on n'avance pas d'un centimètre pendant de très longues minutes, voire des heures. Donc, tout est congestionné, les rues sont congestionnées, il y a une densité urbaine absolument démente. Je me souviens dans l'endroit que j'ai découvert en tout début, puisque c'était près de notre hôtel, de voies rapides qui sont en fait qui passent. Imaginez un énorme boulevard déjà lui saturé de voitures et puis à 6 mètres en hauteur, une voie rapide qui elle-même est saturée. C'est-à-dire qu'on a des embouteillages sur 2 étages et qu'on voit difficilement le ciel à certains endroits. Donc, avec le bruit que ça implique, tout ça est une gifle assez étourdissante de justement ce qui ensuite a été, jour après jour, mon sujet. C'est une gifle de la densité de l'activité humaine. Tout bouge en permanence, tout fait du bruit en permanence et rien ne s'arrête. C'est ce qui m'a d'abord frappé. D'accord. Alors, Dhaka est donc la capitale du Bangladesh. C'est une ville qui compte plus de 21 millions d'habitants. Au niveau de la superficie, c'est 3 fois Paris, hein, plus ou moins, si on peut comparer. Et c'est vrai que Dhaka, comme vous l'avez énoncé auparavant, est connu par un grand nombre de personnes. Malheureusement, pas en étant une destination touristique de rêve, mais à cause en fait de l'effondrement du Rana Plaza ça s'est déroulé le 24 avril 2013. Donc c'était un atelier de confection qui s'est effondré, provoquant la mort de plus de 1127 ouvrières et ouvriers de la filière textile. Ces personnes travaillaient pour des grandes marques de textile. Cet effondrement du Rana Plaza a vraiment symbolisé les abus de la fast fashion. Ça nous a permis aussi, ici en Europe, de prendre conscience
qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans l'industrie du textile. Est-ce que 8 ans après, lorsque vous êtes allé sur place, vous avez eu l'impression de voir qu'il y a une amélioration ou vous vous êtes dit, en fin de compte, ce risque d'effondrement, il existe presque sur chaque bâtiment que vous avez eu l'occasion de voir. Et puis, je sais que vous avez eu aussi l'opportunité de d'aller visiter une usine de textile. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus de ce que vous avez vu et ressenti à ces moments-là? Oui, alors, je vais essayer de ne pas oublier toutes les questions qu'il y a dans votre question. Mais dans l'ordre, juste pour préciser, je vais beaucoup parler du Dakar que j'ai vu et je n'ai pas vu tout Dakar. Donc, je parle là vraiment de Old Town, justement, ce centre qui n'est pas la partie la plus riche de Dakar, qui n'est pas la partie résidentielle. Donc, quand je parle de densité d'embouteillage, j'imagine bien qu'un habitant de Dakar pourrait m'objecter qu'il y a parfois plus loin des quartiers plus agréables, plus espacés, plus verts même peut-être, mais je vous assure que le centre dont je parle est déjà très très vaste et que là on est dans ce que j'ai décrit. Mais l'autre chose, c'est que oui, je voudrais pas faire ma Cassandre, mais je pense que ce qui s'est passé avec le Rana Plaza peut se passer demain. J'en suis absolument persuadé. J'ai vu des immeubles euh, qui étaient totalement délabrés, vétustes. Je pense notamment à des endroits où on a pu aller, où il faut vous imaginer un immeuble en béton assez haut, hein, avec 5 ou 6 étages, où il n'y a que la structure, c'est-à-dire qu'en fait, on voit un escalier à nu, il n'y a plus de vitres aux fenêtres, il n'y a pas de... C'est comme si l'immeuble n'est pas encore habillé ou qu'il avait été déshabillé et cassé. Et là, pourtant, il y a des gens partout, à tous les étages, il y a des ateliers de confection dans tous les coins de cet immeuble-là, alors que le béton s'effrite, alors que, encore une fois, il n'y a aucune paroi réelle, en fait. Il n'y a que la structure du bâtiment. Euh, donc ça, c'est un exemple, mais il y en a des dizaines à Dakar. C'est pour ça que je dis, et je voudrais ne pas avoir à dire ça, mais je suis absolument persuadé que oui, ça peut se reproduire, et je vais même dire oui, ça se reproduira. Peut-être, et je l'espère, pas dans les mêmes proportions, encore que c'est terrible de dire ça, et donc peut-être on en entendra moins parler parce que ce sera moins de victimes, mais il est évident que les conditions il y a, disons les choses comme ça, qu'il y a encore à Dakar aujourd'hui, dans la filière du textile, des conditions de travail qui sont absolument inouïes, bah, tellement elles sont abjectes d'un point de vue de l'asservissement des hommes et de la mise en danger dans lesquelles on les met. Ce qu'il faut dire pour nuancer peut-être un tout petit peu le propos, c'est que je ne nie pas, d'abord, là, je n'ai pas fait une enquête sur la filière textile, donc c'est là où je ne suis plus journaliste. Je ne nie pas que des mesures ont été prises suite à la tragédie du Rana Plaza. C'est sûrement vrai, et probablement que certaines, comment dire, grandes marques ont eu à cœur d'aller regarder d'un peu plus près ce qui se passait, à la fois par intérêt en comprenant que le vent avait peut-être un peu tourné et qu'il était temps de s'en occuper, et peut-être aussi par, pourquoi pas, on peut leur prêter un petit peu plus d'éthique. Il y a eu des modifications de ce que j'ai entendu dire sur place, notamment par exemple concernant tout ce qui concerne la teinturerie. Il y a des ateliers nouveaux été construits un peu à l'écart du centre-ville, tout le monde a été déplacé, et donc il y a un nouvel endroit dont j'ai oublié le nom là, mais qui est un quartier entier dans lequel il y a uniquement des entrepôts où on fait de la teinture. Pardon, de la teinture, de la tannerie, oui, teinture et tannerie. Moi, on a été aussi visiter ces lieux-là, donc c'est évidemment probablement beaucoup mieux que ce qui existait avant, puisque de ce qu'on m'a raconté avant, c'était un peu à l'image de ce que je vous ai décrit, c'est-à-dire dans des petites structures délabrées, etc. Donc là, on a relocalisé tout ça, les bâtiments sont plus larges, ils sont plus propres d'une certaine manière, mais même là, de ce que j'ai vu dans les tanneries, par exemple, oui, il n'y a pas la même densité, oui, le bâtiment n'a pas l'air de sembler risquer de s'effondrer, mais les conditions de protection des ouvriers, par exemple, sont délirantes. C'est-à-dire que j'ai vu des gens travailler à main nue, avec torse nu. D'ailleurs, il y en a dans les photos de Gaël qui témoignent de ça. Quand on sait quel genre de produits chimiques sont mis dans les bacs pour la tannerie, enfin, je veux dire, c'est quand même extrêmement impressionnant. Donc, même quand des choses sont faites, il faut quand même s'imaginer qu'on est très, 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 très loin des conditions qui seraient normées ici en Europe.
et que les hommes, parce que c'est beaucoup des hommes qui travaillent du coup dans ces tanneries-là, je pense, euh, prennent sans le savoir ou en le sachant mais ne pouvant pas faire autrement, des risques pour leur santé qui sont considérables. Donc le tableau est quand même extrêmement sombre, pardon. D'accord. Eh bien, je propose que vous nous emmeniez encore plus au cœur de Dakar avec une première lecture à voix haute d'une partie de votre reportage. Alors justement, pour ce premier extrait du reportage, je voulais plonger dans la partie du texte qui traite justement de cette société, enfin de ce monde du travail et des différentes activités que j'ai pu voir là-bas. Et pourtant, des hommes et des femmes vivent ici. 17 millions d'habitants qui, chaque jour, endurent avec courage cette réalité oppressante. Ils ont quitté leur campagne à la recherche d'un travail, sont venus dans cette ville gourmande qui se nourrit de leurs muscles, de leur force, de leur sueur, et n'en a jamais assez. Dhaka, c'est l'atelier du monde. D'un quartier à un autre, on passe de la sidérurgie à la tannerie, des marchés à légumes aux menuisiers, une fabrique permanente de tout. Le cœur du pays attire à lui toutes les ressources, le bois, le charbon, le sable, les métaux, les aliments. Tout est déchargé, pesé, vendu, redistribué. La ville n'a pas le temps de souffler, elle s'affaire tout le temps. Dans le quartier du chantier naval, le bruit des marteaux sur la coque des bateaux est constant du matin jusqu'au soir. Les hommes tapent pendant des heures, avec régularité pour faire tomber la rouille. Les bateaux sont intégralement réparés, nettoyés, repeints. Tout le quartier de Keraniganji est organisé autour de cette activité. Dans les rues adjacentes, on vend de tout, des ancres, des chaînes, des hélices, toutes sortes d'outils. Les forges sont là, à même la rue, comme des geysers de feu. De jeunes travailleurs de 15 ou 16 ans s'en approchent pour assouplir une barre de fer ou reprendre un morceau d'hélice. Ce que j'ai ressenti là, dans ces rues de métal, c'est l'impression d'être au cœur de la forge de Vulcain. Voir les hommes travailler sans relâche dans le bruit staccato des machines qui percent, plient, frappent et recommencent est monstrueux, mais cela a aussi quelque chose de fascinant. Il y a une beauté des machines, de leur monstrueuse régularité. Ces grandes gueules de bois, d'huile noire et de fumée imposent à l'homme leur cadence, encore, encore, rien ne les arrête. Leur appétit de charbon est immense, encore, encore, et cela semble sans fin. On devient sourd dans ces ateliers de forge, mais peu importe, la machine s'en moque. Il faut continuer, encore, encore, produire sans cesse, et tant pis si les corps humains s'épuisent et s'usent. Concentration de vie broyée, sans autre perspective que de continuer à se tuer à la tâche. Foule d'enfants qui travaillent dans de longues journées d'épuisement. Tant pis si des vies s'usent, il y en aura toujours d'autres pour reprendre le relais. Car s'il y a bien une chose qui ne manque pas au Bangladesh, c'est la main-d'œuvre. On dirait que la machine le sait et qu'elle sourit d'avoir à sa disposition tant de corps, de vigueur et de soumission. Oui, à Dhaka, tout s'est inversé. Et il semble bien que les machines ne soient plus les outils des hommes, mais leurs maîtres. Elles imposent leur rythme, et c'est celui de la surchauffe. Tant de vies sont réduites à de la chair à travail. J'ai vu des enfants dans les ateliers de couture, assis devant des machines plus grandes qu'eux pour produire leur lot journalier de jouets en plastique ou de jeans. J'ai vu des femmes serrées à 4 ou 5 dans des ateliers en sous-sol, hébétées par la triste répétition de gestes parfaitement identiques dans un vacarme étourdissant. J'ai vu des porteurs suant sous des paniers de charbon qu'ils posent sur leur tête. Comme ils sont payés au panier, ils courent sur le chemin qui les mène au bateau ou au camion. À chaque passage, on leur donne un jeton, précieux jeton. Et ils se dépêchent car il faut en avoir le plus possible. À la fin, les plus vaillants auront 200 jetons, l'équivalent de 800 takas, c'est-à-dire moins de 10 euros. Les hommes ne sont rien ici. La ville use et éreinte tout ce qui l'entoure. Les corps des travailleurs, le ciel, la terre et même ses propres bâtiments. Parfois, des immeubles s'effondrent d'épuisement, comme le Rana Plaza en 2013, emmenant dans ses gravats plus de 1000 vies, 1000 travailleurs du textile engloutis en quelques secondes dans un hoquet monstrueux. Cela a stupéfait le monde, puis les machines sont reparties et elles tournent à nouveau, à plein régime, car il faut produire sans cesse, même si l'on en meurt. Dans les ateliers, les travailleurs se serrent dans des pièces sans fenêtres. Aucune norme de sécurité ne semble exister, aucun contrôle. La seule règle, c'est le respect forcené des objectifs de production. Il y aura des morts à nouveau dans les ateliers de Dhaka, dans les tanneries,
les briqueteries, demain ou après-demain, cela ne fait pas de doute, mais qui les verra? Qui les comptera? J'ai eu souvent cette impression dérangeante dans les rues de Dakar que ce n'était plus l'homme qui régnait ici, mais ce qu'il avait créé, cette entité urbaine, soufflante, crachante, chauffante, ce grand corps de béton et de feu qui suit son propre destin. Et comme il a besoin sans cesse de bruit et d'efforts pour croître, il suce l'énergie humaine avec avidité. Merci Laurent pour cette lecture très émouvante. Je vous en prie. C'est bouleversant de voir et de rentrer dans cette mégapole de Dakar et de se dire surtout que toutes ces personnes qui travaillent, tous ces ouvrières, en fait, ils travaillent pour les consommateurs comme vous, comme nous, comme nos chers invités ce soir. Et donc, en fait, ça me permet de faire la transition vers la campagne Rethink Your Clothes que l'ONG Fairtrade Luxembourg mène conjointement avec Caritas Luxembourg. Lisa, tu es co-responsable de cette campagne pour Fairtrade Luxembourg. Est-ce que tu peux nous décrire quels sont les objectifs de cette campagne? Oui, merci Geneviève. Donc, en effet, Rethink Your Clothes est une campagne de sensibilisation textile qui a été mandatée par la direction de la coopération au développement et à l'action humanitaire, donc du ministère des Affaires étrangères et européennes. Et la campagne, elle est menée donc conjointement par l'ONG Fairtrade Luxembourg et Caritas Luxembourg. Et l'objectif vraiment global de la campagne, c'est de contribuer au développement et à la promotion d'un secteur textile éthique et durable au Luxembourg. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Plus spécifiquement, donc d'un côté, nous souhaitons sensibiliser les citoyens, les entreprises, les administrations publiques aux enjeux sociaux et environnementaux de l'industrie textile-habillement. Et de l'autre côté, vraiment étoffer, développer et promouvoir une offre textile éthique et durable sur notre marché local. Donc, nos deux organisations, Fairtrade Luxembourg et Caritas Luxembourg, nous avons des approches distinctes, mais qui sont fortement complémentaires. Donc, d'un côté, pour nous, c'est important de viser une meilleure consommation, qui, par exemple, passe par l'achat ou le choix de vêtements et de textiles durables et éthiques labellisés Fairtrade, par exemple, donc issus du commerce équitable. Et de l'autre côté, très important aussi, c'est de réduire notre consommation, donc de consommer moins. Et ceci, par exemple, on peut le faire en optant pour de l'achat de seconde main ou alors de l'upcycling. Et donc, dans le cadre de cette campagne, on essaye vraiment de donner, de proposer des solutions et des alternatives pratiques à toutes ces personnes qui souhaitent repenser leur consommation de mode, donc comme le dit le nom de notre campagne. Et si ça vous intéresse d'avoir plus d'informations sur la campagne, même toute notre actualité, nos événements à venir, vous trouverez tous sur notre site rethink.lu. Et vous pouvez évidemment, avec plaisir, nous suivre sur les réseaux sociaux en tapant Rethink Your Clothes. Merci beaucoup, Lisa, pour cette présentation brève et concise de notre campagne. Mais je vous souhaite beaucoup de succès à toute l'équipe Rethink pour, j'espère, développer ici au Luxembourg cette mode éthique et durable. Alors, Laurent, je reviens vers vous. À la lecture de votre reportage, il y a une phrase qui m'a particulièrement touchée. Elle m'a interpellée. Je vais vous citer. Vous avez écrit « Est-ce que Dakar est le futur de la partie la plus pauvre de l'humanité? Si oui, alors j'ai vu l'endroit de la défaite humaine. » C'est très fort de parler de défaite humaine. Qu'est-ce qui fait que vous avez écrit ça et qu'est-ce qui a généré en vous ce sentiment? En fait, si vous voulez, il y a deux choses pour moi qui sont importantes par rapport à cette chose-là. La première, c'est que je ne pensais pas un jour pouvoir, comme je l'ai fait à Dakar il y a un an, plonger dans le 19e siècle
Et je dis ça sans aucune condescendance vis-à-vis du Bangladesh. Je vais essayer de vous expliquer. Je ne dis pas ça pour dire que le Bangladesh serait éventuellement resté au 19e siècle. Ce n'est pas du tout ça mon propos. Mon propos est de dire que les conditions de travail, les images que j'ai dans la tête quand je repense à ce que j'ai vu, aussi bien vis-à-vis de ces femmes qui travaillent, les femmes dont je parlais dans le passage que je viens de vous lire sont des femmes qui travaillent à faire des jetons. Je parle de celles qui gagnent des jetons, mais je parle aussi de celles qui font des jetons. Elles sont face à des immenses machines qui font un bruit absolument dément et qui, toute la journée, pendant des heures et des heures, vont percer des petits jetons de métal qui serviront, je ne sais pas à quoi en fait. Elles font des jetons toute la journée. Elles le font accroupies par terre sur des grands tapis et il faut imaginer des montagnes de jetons, ce qui veut dire qu'il y a des heures de travail, dans un bruit absolument qui rend sourd en fait. C'est de ça dont je parle quand je parle du 19e siècle. C'est-à-dire que j'ai vu là-bas ce qu'on voit sur certaines photos de la révolution industrielle, c'est-à-dire ce moment où est né en Europe un prolétariat soumis à la machine et dans son corps, dans sa vie journalière, soumis en permanence à la machine. Alors là, ce ne sont pas des grandes usines, ce n'est pas le Fordisme à Dhaka, mais c'est une espèce d'industrie j'allais dire plus sauvage, parce qu'à plus petite échelle, mais peut-être plus endommageable sur l'humain. Donc, c'est ça que je dis. Il y a ce rapport, effectivement, à des images qui, nous semble-t-il, n'existent plus ici, des scènes de travail qui, nous semble-t-il, n'existent plus chez nous, qui en fait existent. Et donc, ça pose une deuxième question, c'est si on considère qu'au XIXe siècle, les prolétaires de ces grandes usines textiles, de la sidérurgie ou des mines, par exemple en Europe, étaient des esclaves de la modernité, alors on ne peut pas ne pas se poser la question de « avons-nous aujourd'hui des esclaves ?» Et moi je réponds oui, oui on en a, je les ai vus. Mais simplement on les a éloignés, on les a externalisés, ils sont loin des yeux, ils sont dans d'autres pays. Il y a aujourd'hui dans l'organisation du monde actuel des États prolétaires en fait. Et le Bangladesh est un de ceux-là. Ça n'est pas rabaisser le Bangladesh que de dire. Ils ont je n'ai pas répondu à votre question sur les gens et j'espère que je pourrai le faire plus tard, mais il y a une noblesse et une gentillesse dans les rues de Dhaka dont il faut parler aussi, parce que tout n'est pas... il n'y a aucune agressivité. Enfin, c'est un pays beau par plein d'aspects. Mais dans la chaîne de consommation du grand monde dans lequel nous vivons, oui, ceux qui travaillent pour nous sont là-bas, on ne les voit pas, et les conditions dans lesquelles ils travaillent sont des conditions qui font honte. Donc, c'est en ce sens-là que j'ai eu envie d'écrire les phrases que vous avez citées. Je crois effectivement que notre cécité à cet endroit-là n'est pas une bonne chose, qu'il faut la combattre, et que, effectivement, c'est plus compliqué parce qu'elle est invisible. Donc, on ne peut pas dire aux gens en les culpabilisant, en disant « mais regardez », parce que regardez, il faut aller regarder un peu plus loin. Et cette distance-là est assez vicieuse et je pense que c'est une, comment dire, c'est une stratégie d'adaptation du capitalisme qui a été de mettre de la distance, voilà, pour que le consommateur ait l'impression que ça n'existe pas, mais ça existe. Alors, là aussi, il faudrait compléter ce que je dis par un travail plus précis de journaliste. Je crois que la chaîne, si on prend par exemple le textile, la chaîne est compliquée. Je ne dis pas que ce que j'ai vu dans les ateliers dont je parle, avec ces femmes qui font des jeans toute la journée, vient directement dans les magasins européens. De ce qu'on a posé des questions, de ce qu'on nous a dit. Par exemple, les jeans que j'ai vus partaient plutôt pour le marché asiatique. J'ai entendu dire aussi que le Made in Bangladesh est plus invisible qu'avant. Ça va être difficile de trouver des étiquettes avec Made in Bangladesh parce qu'en fait, souvent, la Chine, de ce que j'ai compris, récupère les choses qui ont été faites au Bangladesh, y ajoute un dernier geste de confection, ça peut être mettre une poche ou une étiquette, et ça devient du Made in China. Donc, il y a aussi toute une traçabilité de l'enfer qui se dissout. Et là, il y a un vrai travail de journaliste que moi, je ne suis pas du tout capable de faire et pas habilité à faire, mais qui doit nous permettre de savoir effectivement mieux ce que nous achetons, comme le disait Lisa tout à l'heure. Cette traçabilité, elle est fondamentale, parce que
à vous que je dis ça, alors que c'est le cœur de votre activité, mais c'est la seule réponse que nous avons face à cette globalisation un peu aveugle qui nous entoure. Et on parle là du textile, mais on pourrait parler quasiment de tous les objets de notre modernité, hein, partant des ordinateurs au téléphone portable jusqu'à notre habillement et y compris à la nourriture. Donc, dans tous ces domaines-là, nous sommes un peu aveugles et la traçabilité est, je crois, le grand enjeu du siècle qui naît là, c'est de retrouver la trace de ce qui nous parvient. Oui, ça me permet, alors je bouleverse un peu le programme, mais en fin de compte, je pense qu'ici, ça m'amène vraiment à poser une question directement à Jean-Louis de Sayen. Jean-Louis, Laurent parle de cette traçabilité. Souvent, moi, je pose la question, est-ce que ce n'est pas le droit des consommateurs de savoir dans quelles conditions sont fabriqués les produits? Au niveau de l'alimentaire, on a déjà des informations sur le taux de sucre. Et est-ce qu'au niveau des habits ou d'autres matériaux, on ne devrait pas, le consommateur, se demander dans quelles conditions sont produits les objets que l'on achète? Est-ce que ça ne devrait pas devenir un droit? Et Louis, est-ce que tu peux peut-être nous dire quels sont les leviers aujourd'hui pour savoir comment on peut arrêter ces violations des droits humains? Oui. Alors, il y a d'un côté une bonne nouvelle, mais aussi de mauvaises nouvelles. À ce sujet, il faut dire que certains acteurs dans le domaine textile commencent à être sensibilisés et rendent même transparent sur leur site d'où proviennent exactement leurs habits. Quels sont les producteurs dans les pays souvent du Sud qui le font. Donc, on voit vraiment une certaine mouvance vers plus de transparence. De l'autre côté, on le sait tous, hein, les pratiques ne changent pas et n'évoluent pas en temps utile, car une grande partie reste toujours opaque dans ce domaine. Et je crois que, oui, créer la transparence pour le consommateur, mais aussi la traçabilité est un vrai défi aujourd'hui. Et je crois qu'il faudra, dans ce contexte aussi, une réglementation à ce niveau-là, parce que toutes les approches volontaires à ce niveau, dans les 20 dernières années, qu'on parle de textile, qu'on parle d'autres produits comme le cacao, ont prouvé que le volontaire, ou bien ne fonctionne pas, ou bien connaît des limites. Et je ne veux pas dénigrer tout le secteur parce que oui, il y a des pionniers qui veulent vraiment progresser, mais en même temps, il faut aussi dire que la problématique, elle persiste au niveau de la non-transparence et ça suffit de mettre la finalisation au niveau d'un produit et pour que ce soit un Made in Italy où et finalement 95% du produit a été fabriqué évidemment ailleurs. Et je crois que ça, c'est un vrai défi pour toute cette industrie. Merci Jean-Louis. Peut-être Jean-Louis, tu peux aussi nous faire part de ces témoignages, puisque ce que Laurent a vu à Dakar, tu as vu en fin de compte des choses similaires en Éthiopie, puisque aujourd'hui, en fait, il y a cette course au prix le plus bas. L'Inde, la Chine, Bangladesh, la main-d'œuvre est bientôt presque trop chère et donc on va délocaliser en Afrique, en Éthiopie. Peut-être tu peux nous dire un mot sur cette expérience. Oui, j'ai eu l'opportunité juste avant Covid-19 d'être en Éthiopie. Éthiopie, normalement, pas nécessairement aujourd'hui, on l'associe avec l'industrie de la textile, hein, mais dès que des améliorations, il faut aussi dire que certaines améliorations se sont faites au niveau de l'accord de Bangladesh sur la sécurité des travailleuses et travailleurs dans l'industrie, bien que des accords comme cet accord sont toujours, et c'est vraiment
on pourrait dire shame on you, qui remettent en cause cet accord constamment, même 8 ans après Rana Plaza. Mais qu'est-ce qui se fait lorsqu'il y a des améliorations qui évidemment coûtent de l'argent? Et ben, la caravane de l'industrie textile, elle continue. La course pour trouver l'aiguille la moins chère mène dans d'autres pays. Et c'est pour cela, comme j'ai vu en Éthiopie, c'était très clair, hein, parce que le travailleur en Éthiopie, il coûte même 3 fois moins cher qu'au Bangladesh. Et celui en Bangladesh, il ne gagne déjà pas assez. Alors pourquoi un acteur un financier en fait du Vietnam envoie une équipe de managers chinois et sud-coréens dans un pays comme l'Éthiopie pour fabriquer sur base d'un tissu chinois, vous avez bien entendu, chinois qui provient de la Chine et fabriqué en Éthiopie, mais pour la simple raison que la course vers les prix les plus bas, elle continue, et malgré l'expérience de Rana Plaza, il faut dire que cette expérience apparemment n'a pas suffi. Hein. En février de cette année, 28 travailleurs dans le textile ont été les victimes lors d'une catastrophe dans la fabrique à Tanger au Maroc. Et le mois dernier, 8 personnes ont trouvé la mort et 29 ont été blessées à Caire, en Éthiopie, quand un bâtiment dans lequel il y avait une fabrique de textile s'est effondré. Alors à ce moment-là, le Rana Plaza Never Again, eh ben, la réponse est déjà là. Non, ça reste d'une actualité écrasante, je dirais, parce qu'aujourd'hui, c'est Bangladesh, demain, c'est l'Éthiopie, et dans 2 jours, ça peut être le Maroc ou l'Égypte. Et je ne veux pas dessiner une image trop noire, mais il faut vraiment un changement de cap pour dépasser la fast fashion. Merci Jean-Louis. Laurent, oui, bien évidemment, si vous voulez rebondir oui, sur je veux bien, parce que je voudrais juste ajouter 2 petites choses. Enfin, ajouter. C'est d'autant plus choquant, je parle du Bangladesh, qu'il est extrêmement facile d'avoir accès à ces lieux-là dont je parle. Je n'ai pris, durant tout le séjour, moi et Gaël, le photographe, nous n'avons pris aucun rendez-vous. Nous n'avons téléphoné à personne pour savoir si nous pouvions passer à telle heure, tel après-midi, et voir l'atelier. Nous nous sommes promenés dans les rues de Dhaka, dans différents quartiers, et quand il était possible, on frappait à une porte, on poussait une porte et on entrait. C'est comme ça que je suis entré dans la tannerie, c'est comme ça que je suis entré dans les ateliers de confection de jeans, en poussant la porte, quand il y avait une porte, et quand il n'y en a pas, juste en entrant dans l'endroit où les gens travaillaient. Nous n'avons jamais été arrêtés non plus par des gens qui nous ont dit « Qui êtes-vous? Que faites-vous là ?» Toutes les hommes et les femmes que nous avons croisés et qui travaillaient ont levé la tête 5 minutes, effectivement très étonnés de voir 2 Blancs débarquer et qu'est-ce qu'ils font là, mais il n'y a pas eu de question, ils n'ont pas le temps, ils travaillaient, ils avaient un rythme à suivre, donc parfois il y a eu quelques échanges, mais surtout il n'y a eu aucun barrage d'autorité quelconque. Donc je veux dire, c'est d'autant plus terrible que pour l'instant, ça va peut-être changer. Il y a quelques grands hangars de textiles qui sont fermés au public et dans lesquels il est très difficile d'entrer. Mais déjà, rien qu'en se promenant aujourd'hui dans Dakar, on voit énormément de choses. On voit quasiment tout ce que décrit Jean-Louis. Pour l'Éthiopie, je l'ai vu aussi à Dakar. Donc, le fait que ça ne soit pas inaccessible rend les choses encore plus terribles. C'est-à-dire que c'est là, c'est sous nos yeux. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que je crois que malheureusement, là je ne suis pas un expert, mais il me semble que le textile va souffrir pour
pour ce qui concerne la révolte des consommateurs d'un aspect tout simple. C'est que quand on est dans la chaîne alimentaire, je crois qu'il y a un message qui est en train de passer quand même, c'est que les conditions de production absolument déplorables, massives, engendrent des produits de moindre qualité qui, à terme, peuvent être mauvais pour la santé du consommateur. Alors là, tout d'un coup, ça nous concerne très vite. Ça n'est malheureusement, j'allais dire malheureusement pas le cas pour le textile, au sens où le jean que vous portez ne va pas vous brûler les jambes, ni vous faire de l'eczéma. Ça n'est nuisible que pour la santé de ceux qui le produisent. Et donc là, je crois qu'il y a un levier qui malheureusement n'est pas possible pour le textile et qui va obliger le consommateur, les consommateurs, à quelque chose de, j'allais dire, strictement éthique et non pas au vu de leur propre intérêt. C'est probablement une difficulté supplémentaire. Et la toute dernière chose que je voulais dire, c'est que ce que je trouve intéressant, moi, c'est de... Enfin, je ne voudrais pas donner l'impression de faire la leçon aux consommateurs en général. J'en suis un, nous en sommes tous un. Et c'est pour ça que cette question, elle est passionnante et elle va nous accompagner, je crois, dans tout le siècle à venir. C'est qu'on voit bien qu'un des enjeux d'aujourd'hui, dans ce monde qui s'est globalisé, c'est l'articulation entre la citoyenneté et le consommateur. Nous sommes à la fois des citoyens et des consommateurs. Et ça crée une tension permanente pour chacun d'entre nous, à travers 1000 petits gestes que nous faisons. On est tous très contents de pouvoir, d'un clic, à 3 heures du matin, alors que tous les magasins sont fermés, pouvoir peut-être réserver un livre ou acheter un film quelque part. Il y a une fluidité de la consommation dont nous bénéficions et qui est effectivement très agréable. Il faut le dire, il faut le reconnaître. C'est bien pour ça qu'on le fait. C'est bien pour ça qu'on le fait massivement tous. Cette chose-là vient percuter l'autre identité que nous avons, j'espère que nous allons continuer à avoir, qui est celle du citoyen avec effectivement des principes moraux, des principes éthiques, des règles du travail, toutes ces choses-là qui ont été constituées siècle après siècle et qui sont absolument fondamentales. Donc, c'est ce duo-là qui est un duo, comment dire, plein de frictions intérieures et qui se retrouve en chacun d'entre nous, qui est, je crois, une des interrogations vraiment pas simple, mais profonde et passionnante à mener. Oui, effectivement. Et là, en fin de compte, alors on s'est concentré plus sur les enjeux sociaux et économiques, mais vous avez vu aussi à Dakar qu'il y a aussi des enjeux environnementaux qui naturellement concernent principalement la population locale, mais bien évidemment, on sait bien que des enjeux environnementaux sera un impact plus global sur notre monde. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces défis environnementaux que vous avez vus et peut-être nous plonger au cœur de Dakar une seconde fois? Et très volontiers, je me proposais de vous lire un autre extrait, effectivement, qui, lui, est plus concentré sur ce rapport à la nature, à l'environnement, mais juste peut-être en préalable dire, vous l'avez dit dans votre introduction, que Dakar est devenue une énorme ville. Il faut peut-être ajouter qu'elle l'est devenue en très peu de temps, et que ça aussi, c'est un signe, comment dire, c'est comme si cette ville concentrait toutes les caractéristiques violentes du capitalisme et de la modernité. C'est cette accélération subite, trop rapide. Tout a été trop vite, donc l'urbanisation a été trop rapide, mal pensée. La densité de la ville est telle que effectivement ça explose de partout. Et le rapport à la nature, c'est pareil. Tout s'est fait extrêmement rapidement. Et tout ce dont nous parlons depuis maintenant quelques minutes, à savoir le rapport au textile, a évidemment des conséquences très directes sur la nature environnante, parce que pour des raisons que je vais essayer d'évoquer dans l'extrait que je vous lis. Toute ville fait un pacte avec le lieu qu'elle choisit au moment de sa fondation. Qu'elle se love dans une plaine fertile ou s'accroche à des montagnes, toute installation scelle une destinée commune entre la ville et la nature. Dakar s'est construite dans un immense réseau de rivières, de canaux et de fleuves, en plein cœur du plus grand delta du monde, celui où convergent le Gange, le Meghna et le Brahmapoutre. L'eau, ici, est chez elle. Mais aujourd'hui, le pacte entre le fleuve Buriganga et la ville est rompu. La Buriganga se meurt, souillée par la pollution. Toutes les industries conspirent à son asphyxie. Chaque jour, les tanneries de la zone industrielle de Hazaribagh déversent leurs produits chimiques dans son lit.
Le fleuve agonise. L'eau coule avec la lenteur d'une huile sale et ne porte plus aucune vie. Il s'en dégage une odeur pestilentielle. Le dérèglement ne s'arrête pas là, il est en passe de tuer l'air également. La ville est entourée de briqueteries qui, en cette saison sèche, tournent à plein régime et rejettent en permanence sur les quartiers alentours leur épaisse fumée. Alors oui, le pacte avec la nature est bel et bien rompu. Dhaka, par sa taille et sa frénésie, a tout déréglé. Nous avons très bien réussi notre désastre, nous disait avec un sourire mélancolique notre ami bengalais tandis que nous traversions la Buriganga en nous bouchant le nez avec nos foulards. Est-ce que Dhaka est l'avenir de l'humanité? La question m'a hanté durant toutes ces journées. Est-ce que ce cauchemar de métropolisation est ce qui nous attend? Dhaka comme le visage dystopique de ce que nous pourrions devenir si nous aussi nous rompions le pacte? C'est une hypothèse que l'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Est-ce que Dhaka est le futur de la partie la plus pauvre de l'humanité? Si oui, alors j'ai vu l'endroit de la défaite humaine. C'est le pont Jora Bridge, dans le quartier de Kaliganji. Il enjambe ce qui fut un canal, mais qui n'est plus aujourd'hui qu'une ravine à sec. Toute la folie de Dhaka est là. Non seulement l'eau ne coule plus, mais le lit de la rivière est désormais recouvert sur des centaines de mètres d'une épaisse couche d'immondices. Il n'y a plus d'eau, juste une rivière de plastique et d'ordures, de montagnes de déchets qui stagnent. L'odeur est insoutenable, à perte de vue, il n'y a plus que cet amoncellement désespérant. Chiens errants, rats, belettes et corbeaux y plongent et font festin, et partout autour, la vie continue. Les marchands vendent leurs fruits, les habitants passent et repassent comme s'ils ne voyaient plus le désastre. C'est l'endroit précis d'une défaite et d'une disparition, celle de la mesure humaine, celle de l'équilibre entre le monde des hommes et le monde des eaux. Merci Laurent pour cette deuxième plongée au cœur de Dakar. J'invite Anna de Caritas, Anna Luisa Texera. Anna, est-ce que tu aimerais réagir sur ce que vient de dire Laurent? Parce que je sais que le sujet environnemental est un sujet qui te touche et en tant que Caritas, vous travaillez aussi beaucoup sur ce sujet. Est-ce que tu veux peut-être nous donner quelques faits et chiffres marquants de l'industrie textile, sachant que l'industrie textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde? Oui. Merci Geneviève, enfin, et merci Laurent. Donc, effectivement, le poids du textile dans le monde est très très fort, surtout au niveau environnemental. Mais j'aimerais juste revenir sur quelque chose qui a été dit et que je trouve quand même très 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 fort, parce qu'on a parlé qu'au Bangladesh, on est encore au siècle XIX. Et donc, c'est vrai que plusieurs personnes de Caritas ont déjà voyagé donc, sur place. Ils décrivent exactement la même chose. Et des recherches que j'ai pu faire aussi, donc c'est une sorte de colonialisme en fait. Donc on continue quand même à exploiter des ressources environnementaux, une main-d'œuvre donc à très bas prix. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est quand même un monde qu'on a créé. Les pays riches ont créé ce monde-là, c'est-à-dire on a développé un modèle de développement, quelque part on a importé un modèle de développement, c'est-à-dire on a demandé à chaque pays de se concentrer sur un secteur. C'est-à-dire le Bangladesh aujourd'hui, 80% de ses recettes d'exportation en fait sont dues au secteur donc du textile. L'enjeu est énorme en fait, donc on est vraiment dans une dépendance très très grande. Et donc, par rapport à l'action de Caritas, je veux dire aussi quelques mots. Donc, savoir aussi qu'on est dans un État qui ne remplit pas vraiment son rôle d'État. Et donc, du coup, c'est là que Caritas est présent. Et que pour vous dire que
En fait, enfin, ce qui se passe, donc il faut savoir aussi que donc on parle beaucoup de femmes, en fait, de jeunes filles, parce que souvent à partir d'un certain âge, donc elles n'ont pas la même capacité de travailler, enfin, que quand elles sont jeunes, et qu'en fait, ces jeunes filles qui viennent donc qui sont dans les villages, mais que viennent dans l'urbain, parce que effectivement il faut nourrir la famille. Donc on n'a pas de protection sociale, ça aussi il faut le noter. Et donc, on accepte n'importe quoi comme travail. Donc, du coup, aussi, un autre point, c'est que normalement, dans la loi, chaque usine devrait avoir donc une crèche, en fait, une garderie pour enfants. En fait, l'État ne remplit pas ce rôle-là, c'est-à-dire, non, il n'y a pas toutes les usines qui ont ces crèches, enfin, aussi dans quelles conditions ces crèches sont faites. Donc, c'est là que Caritas agit, en fait. Donc, on ouvre des crèches, des garderies aussi parfois à domicile, et aussi on forme des femmes donc à la garde d'enfants pour pouvoir permettre donc une autre sortie, une autre issue du textile. Mais je pense que tu me posais aussi la question donc, par rapport à l'environnement en fait au niveau mondial. En fait, le textile, on est à une production de 53 millions de tonnes de textile par année. Il faut savoir que 75% quand même de cette production finit à la poubelle. Donc, c'est ça qui est cette absurdité qu'on est quand même dans un système qui produit tellement que pour après finir à la poubelle. Donc, c'est assez écœurant d'y penser. Et après, il y a une problématique. C'est vrai qu'on dit souvent que l'industrie est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Bon, il n'y a pas de recherche concrète sur cette question. Donc, il n'y a aucun chercheur qui a effectivement analysé toutes les étapes. Par contre, parce qu'effectivement, le textile, enfin, en fait, on touche à plusieurs secteurs de l'économie. On touche à l'agriculture, on touche à l'élevage, on touche au transport, on touche donc à tout ce qui est aussi donc la pollution, les insecticides, les pesticides. Donc voilà, le coton qui est donc enfin un peu la thématique que Fairtrade tient à cœur, c'est effectivement une surproduction de coton exagérée parce qu'effectivement, normalement, la plupart du coton produit n'est pas ni Fairtrade ni bio, malheureusement. Et donc, ça exige beaucoup d'eau, en fait. Et donc, effectivement, la culture du coton, c'est celle qui demande le plus de ressources en eau. En plus, on cultive le coton dans des régions qui ont déjà beaucoup de problèmes, en fait, au niveau hydrique. Donc, c'est encore une autre problématique à ajouter. La Banque mondiale a publié une étude en disant 20% de la pollution de l'eau dans le monde, c'est le textile qui l'a fait. Le coton, c'est aussi une des plantes pour laquelle on retrouve le plus d'insecticides et le plus de pesticides, qui a un grand impact dans la personne, celle qui va récolter le coton, pardon. Et donc voilà. Et donc juste pour vous donner encore quelques chiffres. Donc, par an, on produit dans le monde entier, donc on produit 2,3 milliards de jeans, en fait. Donc, on est quand même dans quelque chose qui est absurde. Pour produire donc, un jeans, on a besoin de 11 000 litres d'eau. Voilà, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire encore de plus Ces chiffres parlent d'eux-mêmes et d'où l'intérêt de notre campagne commune pour réfléchir à notre acte d'achat, pour consommer beaucoup moins, puisque lorsque tu dis 75% de la production de textile n'est pas utilisée, elle est jetée, c'est comme tu as dit, en fait, c'est écœurant. Il faut utiliser les mots justes. Il y a aussi l'autre alternative de consommer mieux en choisissant des matières éthiques. Et là, je vais demander à Jean-Louis de nous rejoindre à nouveau. Jean-Louis, est-ce que tu peux nous dire en quoi le mouvement du commerce équitable
amène une réponse à ces défis économiques, sociaux et environnementaux? Merci, merci Geneviève de bien vouloir répéter ta question parce que quand on bascule de spectateur vers panéliste, on perd un peu de ce que tu es en train de dire. D'accord, c'est très bien, merci pour l'information. Je vais le savoir pour la prochaine fois. Donc, merci de nous avoir rejoints dans la table des panélistes. Jean-Louis, en fait, je demandais, est-ce que tu peux nous donner et nous expliquer comment le mouvement Fairtrade répond à ces défis environnementaux, sociaux et économiques dont on vient de parler, notamment au niveau de la filière du coton et aussi de la filière textile, puisque le mouvement Fairtrade ne s'arrête pas simplement aux producteurs de coton. Oui, alors quand on a lancé effectivement la certification dans le mouvement du commerce équitable au niveau du produit textile, on a commencé en fait par un des maillons les plus faibles, c'est-à-dire le producteur de coton, qui souvent, pour ne pas entrer dans tous les détails, mais qui souvent quand même subit une concurrence déloyale de grands pays producteurs, comme par exemple les États-Unis, qui non seulement ont une technologie extrêmement forte là-dedans, mais aussi en plus ont subventionné leur coton pour le mettre sur le marché mondial. Donc, je crois que ça, c'est effectivement un très grand défi. Et évidemment, la course vers des prix plus bas a aussi fait des ravages dans des pays comme l'Ouzbékistan, où on a tout récemment aussi montré un film où les enfants, et ça date que de quelques années, sont mis en fait par classe, d'après la première classe primaire, sur les champs pour récolter. Alors, comment à ce défi, on a pu dans le commerce équitable, pu en fait donner une réponse en certifiant des organisations de producteurs qui se sont regroupés en coopératives parce que c'est l'union qui fait la force, qui sont organisés démocratiquement, qu'elles soient en Inde ou qu'elles soient au Burkina Faso ou au Mali, etc., où effectivement on peut faire une certification avec des prix plus équitables, avec une prime Fairtrade, avec un préfinancement qui est possible. Et évidemment, ça ne se limite pas uniquement aux aspects économiques, mais comme j'ai dit auparavant, organisation démocratique, coopérative, donc l'aspect social qui joue vraiment un gros rôle, interdiction du travail des enfants, de travail forcé. Je sais que Caritas a aussi très bien travaillé sur la question du travail forcé également. Donc, vous voyez, et finalement aussi sur la question écologique, interdiction des OGM et bonne gestion au niveau produits toxiques, c'est-à-dire interdiction carrément de certains produits toxiques au niveau de la culture du coton. Donc, et tout cela dans un contexte où il y a un vrai défi parce que le coton OGM ne fait pas uniquement ses ravages de la dépendance, mais aussi si on sait par exemple qu'auparavant on pouvait acheter de la semence pour un coton à 100 voire 150 roupies en Inde, maintenant les semences génétiquement modifiées coûtent 1000 roupies. Alors vous voyez le potentiel pour endetter les paysans qui souvent ne savent plus que se prendre ce qu'il leur reste, c'est-à-dire leur vie. Il fallait offrir vraiment une alternative et c'est pour cela qu'on a décidé au niveau du coton de faire une certification pour les producteurs de coton au niveau économique, social et écologique, tout en demandant le respect des conventions de l'Organisation internationale
de travail dans la production du textile par après. Mais on était bien constant que notre système doit évoluer parce qu'on est très conscient du fait qu'il faut un salaire décent également pour les productrices, pour les travailleurs, souvent dans la confection. Alors, c'est pour cela qu'on a lancé une deuxième certification il y a quelques années, uniquement le Textile Production Certification, qui permet effectivement de la plante du coton jusqu'à la fabrication d'assurer en disant certaines années, un laps de temps de 5 ans, un revenu décent, et on est en train de vraiment faire l'expérience avec, je dirais, cette certification, je dirais presque révolutionnaire, et heureusement, on a trouvé quelques producteurs textiles, quelques marques qui se sont joints à nous pour vraiment relever ce défi extrêmement important. Merci, merci Louis, merci Anna pour vos contributions. Donc le consommer mieux, le consommer moins seront vraiment au cœur de notre campagne commune. Je reviens vers Laurent. Laurent, maintenant ça va faire 1 an que vous êtes de retour de Dakar. Vous avez certainement pris du recul. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui lorsque vous pensez à Dakar, lorsque vous pensez à ces hommes, à ces femmes, à ces enfants que vous avez rencontrés? Est-ce que c'est de la tristesse, de la mélancolie, de la colère, de la honte? Est-ce que il y a un sentiment qui se dégage plus l'un que l'autre? C'est difficile de répondre à cette question parce que je sais pas, la colère que je ressens, elle n'est pas du tout, comment dire, elle est à l'endroit du fonctionnement du monde en fait. Elle n'est pas si liée que ça à Dakar. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais une des choses qui m'a le plus frappé, c'est j'en ai parlé un petit peu en disant tout à l'heure qu'il était facile, il a toujours été facile là-bas d'accéder à ces endroits. Les gens étaient extrêmement gentils, polis, parfois même passifs dans leur non-réaction parce qu'ils devaient tout simplement travailler. Mais ce que je veux dire, c'est que Dakar ne m'a pas du tout fait l'impression d'être une ville dure, comme par exemple Port-au-Prince peut être une ville dure. Faire une promenade de 2 heures dans les rues de Port-au-Prince, dans la ville basse, c'est épuisant, enfin, parce qu'il y a comment dire, il y a une nervosité et voire même un danger un peu permanent dans la rue. À Dakar, pas du tout. Ce qui est dur, c'est ce qui est imposé par cette ville aux hommes. Et ce bruit, cette pollution, ce dont on a parlé, mais pas du tout la relation humaine. La relation humaine est douce. Donc j'ai ça aussi en souvenir, cette espèce de douceur, et le fait qui m'a absolument sidéré de voir que moi, je suis revenu avec beaucoup de colère dans mes bagages, pour toutes les raisons qu'on évoque et que Jean-Louis explique mieux que moi et Anna-Louisa aussi. Mais j'en ai vu très peu dans les rues de Dakar. Je pensais davantage rencontrer dans les yeux, dans les visages, dans les expressions, dans les mots qu'on a pu échanger parfois avec certaines travailleuses ou certains travailleurs, je pensais entendre la colère. Alors, elle existe peut-être, mais elle est très sourde. Elle jaillira, j'allais dire, je l'espère, elle jaillira un jour dans les rues de Dakar sous forme de manifestation, de révolte vis-à-vis des conditions. Certainement, il faut l'espérer. Mais pour l'instant, en tout cas, elle est invisible. Et ça, c'est extrêmement frappant. On a l'impression qu'en fait, comment dire, les gens sont tellement assommés par la nécessité et par le rythme qui leur est imposé qu'il n'y a pas de place pour la colère pour l'instant. Est-ce qu'ils acceptent cette fatalité? Est-ce que c'est un signe de résignation? Vous savez, la question de l'acceptation de la dureté de ce qu'on vous impose, je crois qu'il faut la prendre avec beaucoup de mesures et pas avec les outils qui sont les nôtres dans nos vies à nous. Je ferai volontiers une comparaison avec Port-au-Prince aussi, parce que c'est des choses que j'ai ressenties dans ces 2 villes-là. Tant de gens dans le monde d'aujourd'hui vivent sous la contrainte de la nécessité de se lever et de courir du jour jusqu'au soir.
Je pense aux jeunes filles de Port-au-Prince qui vont chercher de l'eau et qui passent des heures et des heures à aller juste chercher de l'eau, et c'est quelque chose qu'il faut refaire tous les 2 jours. À Dakar, c'est pareil, il y a énormément de femmes qui, tout simplement, dans une journée, quand vous faites le déroulé de la journée, n'ont pas le temps de la colère, n'ont pas le temps même de la réflexion ou du recul sur leur propre vie. C'est des vies prises dans la nécessité, et la nécessité avec tout ce que ça peut avoir de plus mordant sur la vie humaine. Donc oui, bien sûr, on aimerait qu'elle soit là, on aimerait que les gens s'organisent, on aimerait qu'il y ait des manifestations, des syndicats. Ces choses-là sont peut-être déjà là. Moi, je ne les ai pas vues, ce n'était pas l'objet du séjour. Mais il ne faut pas sous-estimer que tout simplement, la dureté impose un rythme. Et je repense encore une fois au 19e siècle, il a fallu du temps pour que les gens réagissent, s'organisent, pour qu'on interdise le travail des enfants, pour qu'on mette des règles au travail, parce que on l'a un peu esquissé dans les expertises qu'ont fait Jean-Louis et Anna-Louisa. Il y a une grande difficulté aussi qu'on connaît, c'est que dans les rues de Dakar, ce qu'on sent partout, c'est que les gens veulent travailler, ils veulent travailler, ils veulent gagner leur sous, et qu'effectivement, ils seront souvent prêts à travailler pour peu et pour rien du tout par rapport à nos critères à nous. Donc, on sait bien que l'esclave, et je dis esclave avec toute l'empathie que j'ai, hein, l'esclave est esclave aussi de son propre désir de les gagner, ces 3 sous dérisoires, et de ne pas les céder à un qui en proposerait 2,5 à celui qui a du travail à offrir. Donc, on est dans cet engrenage compliqué que seul un État peut casser, en fait. Une volonté étatique qui vient et qui dit « ça n'est pas possible, ça, on ne le fait pas ». Je crois que sans interdit, on n'y arrivera pas. C'est-à-dire qu'il y aura toujours des gens qui sont prêts à travailler parce qu'ils sont plus pauvres que les autres et veulent travailler pour moins cher. Il faut qu'à un moment donné, les États, et évidemment les États dans lesquels ça a lieu, mais aussi, je crois que tout le sens de notre conversation montre que de ce point de vue-là, on est dans un monde mondialisé, donc que les États qui consomment imposent des interdits. Ça me semble être la seule solution. Sinon effectivement, l'asservissement existera. Donc voilà. Mais pour finir de vous répondre avec une note peut-être un peu plus légère et moins politique, disons. Non, mais vous avez devancé ma prochaine question. Donc, non, mais j'ai très envie de retourner à Dakar, et je réponds juste comme ça. J'ai très envie de retourner à Dakar, et je ne suis pas masochiste. Ce n'est pas uniquement pour me reconfronter à toute cette dureté qui existe, mais c'est aussi pour retrouver ce dont on a peu parlé, parce que ce n'était pas l'objet ce soir, mais la lumière qu'il y a dans ces visages, la douceur des relations humaines, le fait de pouvoir marcher pendant des heures dans la vieille ville sans être jamais ni embêté, ni interrogé de manière méfiante sur ce qu'on est. Au contraire, on vous offre des tas de choses dans la rue. Enfin, donc voilà, oui, c'est d'un point de vue de l'écrivain que je suis, j'ai envie d'y retourner. C'est vraiment paradoxal, puisque d'un côté, vous parlez de ce bruit, de cette ambiance lourde du fait de l'industrie, des différents métiers, et de l'autre côté, vous parlez de la douceur des personnes, des regards que vous avez rencontrés. Je pense que en tant qu'écrivain, ça a dû vous nourrir énormément, cette expérience. Est-ce que, comme vous avez pu le faire, par exemple, après votre retour d'Irak ou d'Haïti, vous avez écrit ce poème de sang et de lumière, est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochains mois ou dans plusieurs années, je sais que ça tombe, quand on est écrivain, il n'y a pas de timing précis, mais est-ce que cette expérience que vous avez dont vous êtes enrichi à Dakar, vous allez vous en servir dans un de vos prochains ouvrages? Oui, j'ai la ferme intention de le faire, et je pense que notamment pour ce premier voyage, en tout cas, il y aura au moins l'écriture probablement d'un long poème qui revient sur tout ce dont on a parlé, c'est-à-dire qui essaiera de redire tout ce que j'ai pu dire là, et tout ce que d'ailleurs j'ai dit dans l'article pour le Figaro Magazine, mais qui le dira d'une autre manière, ce dont je parlais au tout début, parce que je crois qu'on peut le dire aussi dans un poème, un long poème narratif qui se donne pour mission, le temps qu'il se déroule, de raconter la vie des hommes. J'ai très envie de ça. Mais il s'est passé une petite chose que je vous raconte brièvement, et qui est malheureuse, en fait, c'est que j'ai pu faire ce voyage effectivement juste avant le confinement qu'il y a eu en France. Je suis rentré à une semaine près, et cette longue année
écoulée là, de pandémie, de confinement successifs, a en fait écrasé tout autre sujet dans ma tête, mais je crois que c'est le cas un peu pour chacun d'entre nous. Cette pandémie s'est invitée en nous, dans nos conversations, dans nos esprits, et a fait totalement le vide. J'ai l'impression que ce voyage à Dakar dont on parle là, je l'ai fait il y a 10 ans en fait. C'est-à-dire qu'un voyage d'une telle intensité, aussi violent, aussi fort, aurait dû m'accompagner normalement, si j'en juge par ce qui m'est arrivé en Irak ou à Port-au-Prince, pendant des mois. J'aurais été encore avec Dakar pendant des mois parce qu'il faut du temps pour revenir. En tout cas, dans mon cas, j'ai toujours éprouvé cette sensation qu'il faut plus de temps pour revenir que pour y aller parce que voilà, on met du temps à quitter toutes ces impressions. Là, il y a une espèce de compression extrêmement violente qui fait que Dakar m'a quitté tout de suite et que j'ai l'impression, encore une fois, que c'est très, très lointain. J'ai l'espoir et j'ai la ferme intention de tout faire pour mentalement revenir à Dakar d'abord, avant d'y retourner physiquement, mais même mentalement, de me réapprocher de tout ça, de repasser du temps avec les photos, parce que c'est une chose qui ne m'a pas plu, si je peux dire, de voir ce voyage s'éloigner à une telle vitesse. Et je crois que au-delà de ce petit cas personnel que je raconte là, je crois que c'est une autre tragédie dans la tragédie. C'est que on va avoir du mal dans les semaines et dans les mois qui viennent à mobiliser les gens sur tout autre sujet que la pandémie, les vaccins, etc. Ça fait 1 an que ça dure et c'est le cas pour à la fois, là je brasse des sujets d'actualité qui me tiennent à cœur et qui sont extrêmement différents les uns des autres, mais c'est à la fois le cas pour les migrants qui continuent de mourir en Méditerranée, ceux dont on parle vis-à-vis de l'industrie du textile, de la pollution de la planète, mais aussi la guerre en Syrie. Tous ces thèmes-là ont du mal à mobiliser les opinions publiques parce que depuis 1 an, on est prisonnier mentalement, je crois, de ce qui nous occupe tout naturellement, mais ce qui écrase tout autre sujet. Et donc, il va falloir aussi certainement batailler dans les journaux, dans les prises de parole pour faire revenir l'actualité du monde. Et dernière chose, vis-à-vis vraiment de Dakar, j'ai évidemment très peur, alors là pour parler de la pandémie, de ce qui pourrait se passer au Bangladesh à cause de la proximité avec l'Inde. Et je ne veux pas imaginer ce qu'une flambée de Covid pourrait faire dans les rues de Dakar. Et même si ça n'était pas le cas, et je prie pour que ça ne soit pas le cas, l'impact de la pandémie sur le commerce mondial et sur notamment la chaîne textile, avec tous les défauts qu'elle a et tout ce qu'on critique, mais pour les travailleurs qui sont dans les ateliers, je pense que c'est une période extrêmement difficile. Et donc là aussi, il va falloir du temps pour voir quels sont les dégâts vis-à-vis de ce prolétariat invisible qu'on essaye de décrire et qui, lui, a probablement pris en pleine face ce grand gel pendant un temps, du moins, des échanges mondiaux. Merci pour ces différents points de vue. Je ne peux que confirmer ce que vous ressentez et affirmer aussi ici au Luxembourg. C'est vrai que c'est à nous, c'est notre devoir aussi d'amener des sujets différents que le Covid dans l'actualité, puisque effectivement, le Covid n'a pas n'a pas fait cesser ces violations des droits humains. Au contraire, à cause de la pandémie, par exemple, dans la filière du textile, il y a eu des violations des droits humains. Il y a des grandes marques qui ont arrêté, qui ont cessé de commander, qui ont annulé leurs commandes sans payer les ouvriers, les ouvrières en Inde. Ce sont des milliers de travailleurs qui ont dû repartir dans leur famille sans leur salaire. Et donc, c'est un petit peu regrettable, je dois dire, parce qu'en fin de compte, tous ces sujets, on n'en parle pas dans l'actualité parce qu'on va parler des sujets qui nous touchent, des personnes qui sont proches de nous, et c'est aussi compréhensible. Mais les sujets comme la violation des droits humains, la destruction des écosystèmes, de la déforestation, tous ces sujets qui nous tiennent à cœur, nous, en tant qu'ONG, aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment présents dans l'actualité. Et j'espère que grâce à notre campagne et grâce à notre travail de plaidoyer que l'on mène ici au Luxembourg, on va essayer de remettre un petit peu ces sujets au cœur de l'actualité. Et il y a un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité parce qu'il se passe énormément de choses ici au Luxembourg ces derniers jours. C'est sur le devoir de vigilance. Et donc, Laurent, vous avez dit auparavant, en fin de compte, vous voyez une des solutions que vous proposez, c'est de dire qu'il va falloir que les États, et pas seulement les États producteurs, mais les États consommateurs mettent des règles.
interdisent certaines choses, il va falloir un cadre contraignant et je pense que c'est notre volonté à tous et j'invite Jean-Louis à rebondir là-dessus parce que c'est un des combats que Louis, mais que Anna et Fairtrade mènent aussi pour un cadre contraignant, un devoir de vigilance. Jean-Louis, est-ce que tu peux nous donner rapidement, avant qu'on passe à un échange questions-réponses avec Laurent, mais est-ce que tu peux nous donner un petit peu des informations sur ce qui se passe ici au Luxembourg, où on en est? Est-ce que le Luxembourg va enfin avoir une loi nationale, un cadre contraignant pour stopper ces violations des droits humains faites par les entreprises luxembourgeoises? Alors d'abord, je voudrais juste rappeler que c'est à la France que revient le mérite d'avoir la première loi sur un devoir de vigilance effectivement qui parfois est aussi appelée loi Rana Plaza parce que c'était vraiment le moment déclencheur de ce qui s'est déroulé au Bangladesh. Et il est clair que tous ont leurs responsabilités, mais je crois qu'il y a un acteur qui porte extrêmement beaucoup de responsabilités. Ce sont les marques, ce sont les chaînes de distribution avec leurs courses pour un fast fashion. Et les entreprises aussi dans le textile doivent un regard avoir sur ce qui se passe dans leur chaîne d'approvisionnement. Et c'est précisément là qu'une loi qui les oblige à un devoir de diligence, elle intervient. C'est-à-dire il faut vraiment faire une évaluation des risques que je cours en tant qu'entreprise dans mon approvisionnement au niveau de la violation et des violations des droits humains qui peuvent se faire dans ma propre chaîne d'approvisionnement et créer un système d'alerte, créer un système qui permet en fait une réparation si des violations ont eu lieu. Alors, je suis très content dans ce contexte de pouvoir annoncer, parce que peut-être une multitude des gens ne le sait pas encore, qu'une étude qui a été prévue dans le programme gouvernemental a finalement été présentée hier. C'est-à-dire hier, notre initiative pour un devoir de vigilance, où Caritas et Fairtrade sont également membres, a été présenté au Luxembourg, qui a été réalisé par l'Université de Luxembourg. Et je crois qu'il est très clair, un des constats qu'il faut faire, et il ne faut pas mettre une loi nationale en opposition avec une loi européenne. Non, il faut y aller. Et c'est exactement ce que nous attendons aussi du gouvernement luxembourgeois, car cette étude montre clairement qu'une législation nationale dans notre pays est possible et je crois, ce qui est quand même un peu réconfortant, qu'il y a une première initiative qui a été prise par le gouvernement luxembourgeois en conseil du dernier vendredi, de mettre un comité interministériel pour travailler sur la question. Ça, c'est une bonne nouvelle pour aussi tous les producteurs qui subissent des violations de leurs droits humains. Et je crois qu'il est extrêmement important que dans ce domaine, on bouge. Merci Louis, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Comme je disais, c'est un sujet qui est au cœur de notre actualité ici au Luxembourg, mais aussi au niveau européen. Eh bien, maintenant, je vous propose de poser vos questions. Si vous avez des questions à Laurent, Anna ou Jean-Louis, j'ouvre cette dernière session de cette rencontre littéraire. Alors, vous avez deux possibilités pour poser votre question. Si vous pouvez naturellement poser la question dans la rubrique questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran, ou simplement lever la main et nous vous invitons sur la scène à nous rejoindre en tant que panélistes. Et là, il faudra juste allumer votre micro et votre caméra afin que nos panélistes vous entendent. Alors, je sais que Marc avait une question. Je n'ai pas la question, mais Marc, si tu souhaites t'exprimer, c'est le moment. Nous pouvons t'inviter à rejoindre la scène. Oui. Oui. Bon,
bonjour. Marc Elminger, je préside à une association qui travaille uniquement au Bangladesh, pas à Dhaka, mais plutôt dans le nord du Bangladesh et dans le sud. Et d'abord, Laurent, merci beaucoup pour vos lectures que j'ai beaucoup aimées. Et je vais certainement lire votre livre entier. Alors malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous, deux mauvaises nouvelles à vous passer. La pandémie telle qu'elle existe actuellement en Inde est déjà au Bangladesh. La situation est tout à fait similaire, sauf que les médias connaissent l'Inde beaucoup mieux que le Bangladesh, et donc en général, quand on dit l'Inde, ça vaut largement pour le Bangladesh. Donc la situation a très profondément empiré au cours des 3 dernières semaines, comme en Inde. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est que le trafic à Dhaka, c'est pas juste en Old Dhaka, mais c'est vraiment sur tout le territoire. Donc, je me suis parfaitement reconnu dans la description que vous en avez faite. J'ai visité Dhaka une trentaine de fois au cours des 10 dernières années. Et donc, je connais assez bien, même si ce n'est pas notre principal lieu de travail. Maintenant, là où je me suis moins reconnu, j'étais d'emblée un peu étonné quand vous parliez de Old Dhaka comme le lieu de production du textile au Bangladesh. Parce qu'en fait, disons, ce que nous connaissons le plus, donc Rana Plaza, c'est Savar, donc ce sont des quartiers qui sont au nord du Bangladesh, alors que Old Dhaka est au sud de la ville. Et ce sont des environnements qui sont très différents. Old Dhaka et les bâtiments que vous décrivez et que je peux bien imaginer, j'en ai visité plusieurs, pas tellement du secteur de l'habillement, mais plutôt des fruits et légumes. C'est un peu à la Zola, et donc je me reconnais très bien un peu dans la description que vous faites du 19e siècle quand on est dans Old Dhaka, alors que je pense que ce qui est le mainstream de l'industrie textile au Bangladesh, dans les quartiers de Savar, Ghazipur, etc., où travaillent des millions de travailleurs du textile, c'est plus orwellien que Zola. Ce sont des bâtiments plutôt modernes. Alors malheureusement, il y en a quand même qui s'effondrent, mais ils n'ont pas, de l'extérieur, en principe, font pas l'impression qu'ils vont s'effondrer. Ce sont plutôt des bâtiments modernes, typiquement à 4-5 étages, dans lesquels il y a des centaines et des milliers de travailleurs à la chaîne, donc c'est fordien. C'est pas Zola, c'est Ford et je trouve un peu orwellien. Donc je crois qu'il y a ce sont quand même deux secteurs. Alors je ne vais pas faire l'éloge de ce textile du nord de Dhaka, etc. Mais c'est pas tout à fait l'image que j'ai reconnue dans votre récit. Et aussi, je pense que vous avez beaucoup parlé des tanneries, qui c'est donc plus l'industrie du cuivre, hein, que l'industrie du textile comme telle. Donc, le cuivre, c'est très important au Bangladesh. Ça représente pratiquement 10% des exportations mondiales. Mais c'est le deuxième produit d'exportation du Bangladesh après le textile. Et donc, donc, pour dire que je crois que la description que vous faites correspond à un certain secteur, mais à mon avis ne correspond pas tout à fait à la description du textile mainstream au Bangladesh. Merci, voilà. Merci Marc. Qui présente énormément de problèmes. Hein. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire que ce serait un beau monde. Hein. Pas du tout. C'est juste pour dire que ce sont, à mon avis, des réalités quand même un peu différentes. D'accord, merci pour ce commentaire.
Juste, je vous réponds, enfin, il n'y a pas grand-chose à répondre, je crois que vous avez raison, il y a sûrement deux réalités différentes et moi, je n'ai été que dans le centre de Dakar et donc effectivement pas confronté à des grandes entreprises et le sentiment que j'ai, c'est je n'ai rien vu d'orwellien effectivement. Je pense que ça existe, vous avez sûrement raison. Parce que je dois aussi dire, quand vous avez dit que vous y entriez librement, je me suis tout Oui, de je suite pense, dit, c'est autre chose. Parce oui, que c'est autre chose. les Je industries suis, textiles je crois qu'on est d'accord. du Oui, nord de oui, Dakar, vous n'y entrez pas du tout. absolument, Si vous n'avez pas un pass ou si vous n'avez pas été invité, et on va vous absolument. faire un tour guidé qui sera en général très élogieux et qui vous présentera toutes les mesures de sécurité qui sont prises et le fait qu'on a une garde pour les enfants. Et donc, on va vous faire un dessin qui est quand même plutôt plus positif et qui correspond à une certaine réalité, mais pas totalement à une réalité. Mais on n'y entre pas comme on veut. Non, non, mais vous avez raison. Je pense qu'il y a deux réalités très différentes et probablement que celle que j'ai vue n'est pas, comme vous le dites, la mainstream ou la majoritaire en nombre d'ouvriers y participant. Moi, effectivement, la réalité que j'ai vue, la question, par exemple, de la garde d'enfants dont parlait Anna tout à l'heure, ne se pose même pas. Enfin, je veux dire, c'est une question absurde par rapport à cette réalité-là. Parce qu'on on le voit bien, il n'y a pas, enfin, il y a pas d'endroit, personne ne prendrait cette initiative. Donc, effectivement, je crois que c'est sûrement plus compliqué que ça. Peut-être peut-on convenir, mais c'est-à-dire, c'est ce que vous faites dans votre intervention, que on est simplement face à deux dystopies. C'est-à-dire que je vois bien comment est-ce que, effectivement, parce que dans les tanneries dont je parle, nous avons pu entrer dans une, et il y a les photos de Gaël que vous pouvez regarder ou sur son site ou dans l'article du Figaro Magazine, effectivement, où on voit des gens travailler effectivement sur le cuir avec les bacs de produits chimiques. Donc ça, on a pu y accéder. Mais il y a des tas de plus grands bâtiments dans lesquels on ne pouvait pas accéder. Et effectivement, c'est là où je parle d'une deuxième dystopie qui, à mon avis, ne vaut pas mieux, c'est parce que tout d'un coup, on voit comment ces zones, entre guillemets, améliorées par rapport à des conditions acceptables pour nous, occidentaux, sont aussi des zones qui sont bouclées immédiatement et fermées. Donc, j'imagine que si j'avais demandé à entrer dans ces zones-là, d'abord, on m'aurait probablement dit non. Et si on m'avait dit oui, ça aurait été effectivement dans une visite guidée avec explication à foison. Donc, oui, il y a de réalité. Mais quand Geneviève me demandait la question sur est-ce qu'un Rana Plaza est possible aujourd'hui, c'est ce que je répondais. Je pense que dans les rues où je me suis promené, dans les bâtiments que j'ai vus où on finissait de faire des jeans avec ces gamins qui les transportent en pile sur les épaules, oui, ça peut s'effondrer à tout moment. Donc, je ne sais pas si ça sera un Rana Plaza au sens où si ça impactera des entreprises dont on peut remonter jusqu'en Europe, parce que celles-là peut-être sont dans les zones dont vous parlez, vous, mais au fond, voilà, ça fera quand même des morts dans les ruines, quoi. Très bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Je demande vraiment à nos web spectateurs de poser des questions à nos panélistes. Est-ce qu'il y a une main qui se lève ou une question? Oui, alors on a une question de Domi. Donc, alors je la lis. Laurent, si le journaliste, comme vous l'avez dit, informe, est-ce que l'écrivain, lui ou elle, pour jouer ce rôle dans la société dont vous avez parlé, doit témoigner ou bien combattre? Quel mot la littérature a-t-elle à dire? Je vois pas la nécessité de choisir, en fait. Je pense que le témoignage est un geste extrêmement important. Moi, c'est un geste qui me tient à cœur, dire ce que j'ai vu, que ce que j'ai vu, mais ce que j'ai vu, le faire savoir. Sur la problématique dont on parle, je pense que c'est une petite contribution microscopique, mais c'est comme ça que ça avance, à toute cette vaste question de la transparence dont on parle. C'est-à-dire qu'il est important de le dire, de le répéter, qu'on soit plusieurs à le dire, de plus en plus nombreux, peut-être demain un réalisateur, ensuite un romancier, enfin, et pourquoi pas un chanteur populaire, pour que ce soit dit et répété. Donc, témoigner, moi, me semble déjà, d'une certaine manière, un acte de combat, d'une certaine manière. Ensuite,
moi, ma position vis-à-vis de l'écriture, c'est plus d'essayer de, comment dire, d'essayer d'ouvrir une empathie chez le lecteur ou une question chez le lecteur. C'est ce que j'avais fait à l'époque où j'avais écrit un roman qui s'appelle Eldorado, en 2000, paru en 2005, en 2006, 2005-2006. C'était sur ce qu'on appelle aujourd'hui les migrants. On ne les appelait pas comme ça à l'époque, mais si la personne qui lira demain Eldorado peut tout d'un coup, le temps de la lecture, aborder les choses de manière un peu différente, avec pourquoi pas de l'émotion, et du coup une sensibilité autre qui peut-être fera que si ça marche, si la lecture marche, ben, ça restera plus longtemps dans son esprit, et puis surtout à un autre endroit de son esprit, à un endroit qui est plus proche du cœur peut-être aussi. Ben, moi j'ai l'impression d'avoir fait mon boulot. Alors oui, ça fait partie d'une sorte de, 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 de combat. Et puis parfois, je le fais aussi de manière un tout petit peu plus pamphlétaire. Ça m'est arrivé de manière moins souvent, je dois dire, mais c'est vrai que quand je suis revenu de la jungle de Calais, toujours avec cet ami photographe Gaël Turine, j'avais pas d'autre envie que juste de pousser un grand cri de colère. Voilà, j'ai écrit un texte qui s'appelait Sigil Europe parce que c'est ce qui me venait. Je crois que on n'a pas à choisir, on a toutes ces possibilités là dans l'écriture et qu'il faut juste les employer toutes, si possible. D'accord. Alors, on a un commentaire et une question. Donc, Alice vous remercie pour ce témoignage très puissant. Merci Alice. Valérie pense qu'effectivement, le rôle des témoins est très important et elle vous demande quand irez-vous en Côte d'Ivoire pour prêter votre magnifique plume aux sans-voix exploités de la production de cacao. J'ai déjà hâte de vous lire. Et ben voilà, c'est le début. C'est une excellente idée et à partir de maintenant, c'est dans ma tête. Très bien. Eh bien, merci Valérie pour ce conseil, pour cette idée. Et, regardez, je le note. Hein. Ouais, très très bien. Alors, Amélia nous laisse un long message et nous dit merci. En tant qu'étudiante et consommatrice, on parle souvent entre amis de ce sentiment d'emprisonnement dans un système où il faut être aisé pour lutter. Bio, pas de fast fashion. Et en tout cas, rien n'est accessible et où les médias ne nous amènent jamais à questionner l'origine et les conséquences de nos achats. On a du mal à penser que l'individu seul peut changer ce système qui viole les droits humains et qui nous attriste. On se trouve souvent dans un sentiment paradoxal d'impuissance. La littérature est un bon moyen de se retrouver et de réfléchir à ça et nous fait du bien. Alors juste merci à vous pour ce genre de démarche et d'atelier. Merci beaucoup, Amélia. Merci. Oui, moi je dois dire, c'est vrai que lorsque j'ai eu la chance de découvrir ce reportage, j'ai vraiment été bouleversée, comme je le disais, mais aussi étonnée que ça vienne d'un écrivain connu, reconnu, prix Goncourt. Et parce que souvent, en fin de compte, ces thématiques sont vues sous l'angle de personnes travaillant dans des ONG. Donc, c'est vrai que notre angle est peut-être un petit peu déjà façonné, j'allais dire. Et là, j'ai vraiment apprécié le fait que ça soit votre regard qui naturellement corrobore aussi notre impression. Et c'est très intéressant lorsque vous dites, vous êtes un écrivain, vous n'êtes pas du tout un homme politique, vous n'êtes pas engagé comme nous, on peut l'être dans des combats d'ONG, mais vous dites, aujourd'hui, il faut que les États bougent, il faut des règles, il faut des réglementations, sinon on ne va pas s'en sortir. Et je pense qu'en fin de compte, il va falloir de plus en plus mobiliser des jeunes étudiantes comme Amélia, des consommatrices, des personnes reconnues comme vous, des prix Goncourt, des prix Nobel, etc., pour qu'on puisse tous ensemble faire une pression pour que ces violations des droits humains cessent définitivement. Et ça, merci pour ce témoignage. Peut-être, comme je vois qu'il n'y a plus de questions, je vous demande, Laurent, est-ce que vous pouvez nous donner un message que nous, on va pouvoir peut-être emporter, un message que vous avez gardé de Dakar? Alors, j'ai un message positif, j'espère, mais il est peut-être empreint d'émotion, mais que vous avez envie de transmettre
à nos participants ce soir et qui nous permettra peut-être de continuer à construire notre travail de plaidoyer politique. Alors, c'est un, je ne sais pas si c'est un message, mais c'est une chose que j'ai ramenée avec moi de Dakar, et c'est parce que j'ai l'impression de l'avoir vu à l'œuvre là-bas dans sa face la plus sombre. Et je me dis que cette chose-là peut s'inverser. C'est-à-dire que, je vais essayer de préciser, ce dont on se rend compte, c'est qu'un dérèglement dans une activité de la société enchaîne d'autres dérèglements, et qu'il y a une sorte de centrifugeuse du dérèglement, d'accélération, qui fait que, parce que tout d'un coup, on met trop l'accent sur la production de briques, comme c'est le cas à Dakar, avec toutes ces briqueteries qui entourent la ville, et qu'on produit des briques comme ça de manière démentielle, eh ben, il y a la pollution de l'air, il faut énormément d'eau pour la fabrication des briques. Et donc, là, je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit avec Anna, les problèmes d'eau, la Buriganga, le fleuve qui se meurt, qui a été déclaré fleuve mort, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de vie dans ce fleuve. Et donc, on voit comment, effectivement, les dérèglements s'accélèrent. Le message que je retiens de ça, c'est que ça nous renvoie toujours à cette question de l'écosystème, en fait. L'humanité entière, dans tous les domaines, est un écosystème interdépendant, et que quand on déséquilibre un endroit, eh ben, on déséquilibre toute la plateforme qui se met à tanguer. Donc oui, le devenir de pardon pour ces grandes phrases, mais le devenir de la forêt amazonienne m'intéresse, c'est-à-dire que, j'allais presque dire, m'appartient autant que les Brésiliens, parce que si tout d'un coup c'est un saccage là-bas, ça aura un impact sur ma vie, sur mon environnement, etc. Donc il y a cette espèce de lien, en fait, de le sentir de manière extrêmement concrète à Dakar, et de me dire que, à l'inverse, potentiellement, un retour au cercle vertueux, mesuré, pourrait du coup faire ruisseler de la même manière, enfin inversement. Donc c'est cette idée, en fait, c'est cette idée de la mesure avec laquelle je suis revenu, la mesure comme finalement une idée magnifique, qui est qu'il ne faut pas cesser de consommer, il faut consommer de manière mesurée pour ce dont on a besoin, se faire plaisir de manière mesurée. Voilà, je crois que la mesure, qui est quand même une belle vieille idée qui nous est héritée des Grecs, n'est pas ringarde, n'est pas molle, n'est pas centriste, avec tout ce que ça peut avoir comme ça, de peu sexy. La mesure, c'est beau, c'est simplement s'intégrer dans ce qui nous entoure. Très bien, eh bien, merci beaucoup pour ce message et surtout tout ce témoignage que vous partagez avec nous. J'espère vraiment qu'on aura le plaisir de vous accueillir au Luxembourg lorsque vous allez présenter un jour un livre peut-être sur ce que vous avez vécu à Dakar. C'est vraiment avec plaisir que nous vous inviterons ici et qu'on espère pouvoir en présentiel. Voilà, je vous fais signe. Très bien. Merci Jean-Louis, merci Anna, merci Lisa pour vos contributions tout aussi enrichissantes les unes que les autres. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement pour d'autres thématiques que l'on mettra en lumière. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir Laurent, merci beaucoup.